Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez en direct à 11h sur la chaîne Bismart. C'est le magazine qui s'intéresse au monde de demain, au monde de l'innovation et de la nouvelle société du numérique. Alors, je vais vous proposer dans la séquence interview pour démarrer de nous projeter en 2050 pour faire un procès de la tech écologie ou comment cette technologie au service de l'écologie pourrait devenir un vrai cauchemar pour nos libertés individuelles. Ce sera donc le sujet de l'interview avec Maître As de l'association Les Jurisnautes qui a imaginé ce procès fictif. Et puis au cœur de cette émission, on va débriefer des actus de la tech de cette semaine. Alors on va parler notamment de Facebook, évidemment, avec cette question. Mark Zuckerberg doit-il passer la main? Doit-il démissionner? Qu'attend-on aussi en France de l'audition de Frances Haugen, la lanceuse d'alerte? On évoquera également avec Éric Botorel qui connaît bien le sujet, bien cette adoption de la redevance pour copie privée sur les produits reconditionnés. Et puis on parlera aussi du nouveau plan cloud du gouvernement. Ensuite, ce sera le moment de notre rendez-vous avec une chronique et on terminera par parler d'art et d'imaginaire sur le monde de demain à travers une exposition très technologique. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Alors attention, nous voilà en 2050. Chers spationautes, bienvenue sur 9 sur 9. Les chefs d'État et de gouvernement s'apprêtent à se réunir pour ce que certains commentateurs appellent la COP de la dernière chance. La question est sur toutes les lèvres, faut-il ou non signer les accords de Roubaix ? À quelques jours de ce procès historique qui doit se tenir pour répondre à cette question, le président de la Cour des droits et libertés, M. Jean-Baptiste Crabière, a bien voulu répondre à une interview exclusive. Quelle est la question qui sera posée à la Cour ? Bonjour Gérard As. Bonjour Delphine. Je vous présente avant d'aborder ce sujet. Vous êtes avocat, coprésident de l'association Les Jurisnautes, qui est un incubateur des questions socio-juridiques et qui aborde ces thématiques d'aujourd'hui, mais aussi de demain, sous le prisme de l'anticipation scientifique, mais aussi de la rigueur juridique. Les membres de Jurisnautes, ce sont qui? Des juristes principalement? Alors ce sont des professionnels du droit, des magistrats. Ils sont à tous les niveaux de la magistrature, cour de cassation, juge d'instruction, chef de juridiction, cour d'appel. Ce sont des avocats qui sont dans tous les domaines du droit, droit pénal des affaires, droit social, droit de la prévoyance ou des nouvelles technologies. Et puis des juristes qui sont passionnés en entreprise, qui sont passionnés par les questions juridiques, mais qui vont avoir une incidence sur demain. Oui, parce que alors là, donc, vous avez organisé un 4e procès fictif des Jurisnautes qui a été filmé dans les conditions d'un vrai direct. On a découvert donc une bande-annonce pour faire le procès de la tech écologie avec cette question: comment sauver la planète sans sacrifier finalement nos libertés individuelles? De quoi est partie cette idée de scénario? Alors en fait, chaque année, donc, nous posons une question pour que la société civile s'intéresse et qu'il assiste aussi à un débat contradictoire. Parce que nous trouvons, nous, les jurisnautes, qu'on ne pose pas assez des questions qui vont avoir des conséquences sur notre avenir de demain. Et on veut aussi sensibiliser les jeunes générations. Là, en fait, il y a 2 ans de ça, on s'était interrogé sur l'influence du climat et le problème qu'il pouvait y avoir à la fois sur les choix de société qui étaient proposés, où on avait quand même des théories de l'effondrement, et puis le problème du numérique avec si vous voulez, le courant transhumaniste qui dit que tout est possible et qu'on va améliorer forcément le sort, qu'il faut donner la main à la société, à des experts qui vont s'occuper de notre futur, et puis l'enjeu des libertés. Et donc on était vraiment par rapport à ça. Donc on a imaginé une société qui n'était plus dans le débat mais plutôt dans l'action, et qui proposait les accords de Roubaix, qui en fait supprimaient l'ensemble des libertés
au nom de la Terre qu'il fallait protéger, Terre qui en 2050 aura une personnalité juridique. Alors là, on parle de la COP26 en ce moment dans l'actualité, donc vous imaginez une COP28, hein, Oui, absolument. avec en plus alors un personnage qui arrive du futur, hein, le professeur Vigie, qui nous dit, alors on s'en est sorti parce que vous avez signé ces accords qui permettent de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, mais alors on a perdu totalement nos libertés individuelles. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce qu'il faut vraiment signer cet accord? Ça, c'est la question que vous posez, avec un débat contradictoire qui peut s'installer. Voilà, parce qu'en fait, il y a un recours qui est fait. Donc, la Terre se positionne pour dire qu'il faut absolument signer ces accords, parce que l'enjeu, c'est sans Terre, et sans, on ne pourra plus vivre. Et puis, de l'autre côté, on a les entreprises qui disent, oui, mais si on signe ces accords, on ne travaillera plus puisqu'on va tout arrêter. Et puis, vous avez les technocrates qui vous disent, mais oui, mais nous, on a les moyens, en fait, d'avoir d'autres méthodes de vie. Et enfin, on a le courant que je représentais dans ce procès, qui était de dire, oui, mais à quoi ça sert de vivre s'il n'y a plus de liberté? Et puis, on a quand même un phénomène qui est intéressant. On a quelqu'un qui revient du futur et qui nous dit pas qu'il faut sauver la Terre. Il nous informe que la Terre est sauvée. Donc, peut-être que cette théorie de l'effondrement n'était pas si réaliste que ça. Mais en revanche, il n'y a plus de liberté. Et donc, on a posé la question de, il faut sauver les libertés. Et surtout, dans ces accords de Roubaix, il y avait quelque chose qui est en train de se passer, que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on avait un état d'exception avec, si vous voulez, qui était permanent. Et on passait... Faites le parallèle avec la crise Covid-19. En fait, au moment où on a créé notre scénario, il n'y avait pas de Covid. Il faut remonter, c'était à 2 ans. C'est là aussi la capacité d'anticiper. Et en fait, il s'est trouvé que ce qu'on a vécu avec le virus de la santé, on l'a aujourd'hui, on l'avait avec le virus du climat. Donc c'était un macro-projet. Et donc il y a eu un débat. Et c'est l'intérêt des jurisnotes, c'est de poser des questions et d'être encore un espace où on peut écouter l'autre, débattre avec l'autre, devant une juridiction où à la fin, le jury tranche. Et alors, puisque ce procès a eu lieu à la fin de la semaine dernière, quelle décision a été rendue par la Cour de justice? Alors, le débat a été d'abord de grande qualité, comme toujours avec les jurisnotes, où toutes les positions ont été, si vous voulez, exposées. Chacun est intervenu avec aussi ses témoins. Pour la Terre, on avait Madame Toussaint qui est venue, députée européenne, qui a défendu la Terre en disant qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'aller sur la voie de ces accords de Roubaix. Pour les entreprises, on avait la secrétaire générale d'un syndicat qui est intervenue pour dire que le travail était important et qu'il y avait des moyens aujourd'hui d'organiser une entreprise responsable et d'aller au bout d'une démarche de green tech importante. Pour les libertés, nous avions Michel Wievrowski qui disait qu'une société, grand sociologue, qui nous disait qu'une société sans liberté n'a aucune destinée, n'a pas d'avenir. Et nous avons plaidé pour les libertés, le génie de l'homme qui a toujours su s'adapter, qui est un être social, ce que n'est pas la Terre. La Terre qui est quand même un espace sauvage, terrible, qui ne fait pas de cadeaux, qui a des caprices climatiques, etc. Et, on pourrait appliquer les mêmes qualificatifs au genre humain, non? Oui, sauf que l'homme, il s'adapte. Et qu'il est quand même un être social, et il a de l'empathie, il a de l'émotion. Et donc, peut-être que c'était ça qui donnait aussi dans l'avenir, cette construction du vivre ensemble, mais libre. Et donc, finalement, il y a eu un grand débat. Le public a voté, et le public a voté pour la liberté, et les jurés ont voté, et finalement, ils ont considéré qu'il y avait peut-être une troisième voie, qui était celle de dire qu'on pouvait vivre ensemble, terre et humain, en étant soucieux de préserver en fait les intérêts de la terre, parce qu'une terre polluée, une terre dégradée, c'est pas un avenir, mais les libertés étaient fondamentales, elles étaient essentielles, et donc l'homme, c'est d'abord un homme libre. Et donc on est parti sur cette voie-là. Et il faut préciser que cette décision, elle n'était pas connue d'avance. Non, il y a eu des grands débats et il y avait le jeu, la délibération se fait de manière secrète, mais l'avocat général, qui est notre coprésidente, a soulevé aussi pas mal de questions et a proposé une troisième voie, et qui était la voie de l'AC, puisque ça se passait à l'hôtel de l'AC, Monsieur Ferrand nous ayant
reçu très, très gracieusement et voulant favoriser ce débat. Et en fait, il y a une troisième voie qui est possible où on peut faire cohabiter à la fois les technologies, donc les green tech, la terre en la respectant et ne la dégradant pas, en étant responsable, mais en même temps en mettant une société de liberté, parce que pour nous, l'avenir de l'humanité, c'est pas la dictature. On garde une tech au service de l'homme. Voilà, c'est pas une société d'abeilles, c'est pas une société de fourmis, c'est une société responsable. Merci beaucoup Gérard Haas, donc avocat, coprésident de l'association Les Juristes Notes. Je précise aussi que si on veut se forger sa propre opinion, on peut assister à ce débat qui sera diffusé en ligne quand ça y est, il est déjà en ligne. Super. On avait prévu le 10 novembre, mais ça y est, ça a été mis plus tôt. Déjà, on voit le débat. Le 10 novembre, il y aura le résultat avec le délibéré. Très bien. Merci beaucoup. On enchaîne avec notre débat, notre débrief hebdo de l'actualité tech. Alors avec moi pour commenter ce qui agite la tech aujourd'hui, nous avons Christophe Holnet, Senior Advisor au sein de Apax Partners, président de la société d'Athéna. Je dirais particulièrement expérimenté dans la gestion et le développement de sociétés technologiques en Europe et en Asie. Et puis à ses côtés, Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor pour La République En Marche, et je vous qualifierais de particulièrement engagé sur les questions qui touchent aux politiques numériques. Donc on va pouvoir commenter ensemble des sujets très forts cette semaine dans la tech. On va commencer par Mark Zuckerberg doit-il démissionner de Facebook, puisqu'on a un Facebook qui est un groupe Facebook désormais nommé Meta, qui est en plein dans la tourmente depuis la fuite notamment de documents orchestrés par Frances Haugen, qui s'est exprimée en Europe tout récemment au Web Summit à Lisbonne. Et elle dit « Je pense que Facebook serait plus fort avec quelqu'un qui est prêt à se concentrer sur la sécurité. Donc oui, il doit démissionner. » Qu'en pensez-vous, messieurs ? La belle affaire. Enfin, je pense que le sujet du remplacement de Mark Zuckerberg n'est pas du tout l'option qui a été retenue en Europe et en France. Je pense que si on veut changer les modèles, il vaut mieux jouer sur les aspects de régulation. Et c'est typiquement les initiatives qui ont été prises à minima à l'échelon européen et avec des traductions déjà dans le droit français. Je rappelle qu'on a pris des dispositions qui sont inspirées de ce que était le DSA, Digital Services Act, en cours de discussion. La commission saisie au fond commencera d'ailleurs les discussions au mois de novembre. Le vrai sujet, c'est pas de remplacer Mark Zuckerberg. Le vrai sujet, c'est de remplacer éventuellement les algorithmes qui font défaut et qui génèrent ce que la lanceuse d'alerte, que nous recevrons, il me semble, la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et en commission des affaires économiques, a dénoncé. Voilà le cœur du sujet. C'est bien effectivement de jouer non pas sur le côté, j'allais dire superficiel des choses en changeant à la tête d'une entreprise quelqu'un, mais de plutôt s'attaquer au cœur nucléaire et de regarder qu'est-ce qui fait défaut et de faire en sorte qu'avec les éléments de régulation que nous discutons en ce moment avec nos partenaires européens, eh bien, nous soyons en mesure de pouvoir garantir que les défauts qui sont mentionnés sur les publics fragiles, que sont les jeunes adolescents, l'influence sur les fausses informations, de nature à pouvoir éventuellement dénaturer un scrutin électoral, eh bien tout ça soit sous contrôle. Oui, c'est ça qui est en jeu, effectivement. C'est peut-être une rupture de modèle économique pour s'assurer qu'on ne fasse pas passer le profit avant des questions aussi sensibles que la démocratie, la santé des utilisateurs. Mais enfin, quand même, je vais faire quand même la contradiction. C'est une entreprise Facebook qui est hyper incarnée par Mark Zuckerberg, qui a en plus la majorité des votes au conseil d'administration qu'il préside. Et puis, Christophe Holnet, ça doit quand même vous rappeler une autre affaire chez Microsoft. À un moment, Bill Gates a dû aussi céder sa place. Oui, le contexte était certainement très différent, mais c'est vrai qu'il y a une petite similitude. Je me faisais la réflexion avec le Microsoft des années 90, et finalement, c'est un peu la même chose là. Facebook doit passer à l'âge adulte. Il a 17 ans, Facebook, et l'âge adulte, c'est finalement comprendre qu'avec des parts de marché très importantes viennent des responsabilités. Pour paraphraser un peu ce que disait l'oncle à Spider-Man, avec les grandes parts de marché viennent les grandes responsabilités. Et donc ça veut dire qu'effectivement, ces acteurs-là, et je partage tout à fait votre point de vue, ces acteurs-là atteignent une telle puissance, elles sont parfois des puissances supranationales, et qui est Mark Zuckerberg à la tête ou pas Mark Zuckerberg, et c'est vrai que
je pense que c'est une année difficile pour Facebook. Les problèmes de la communication n'est peut-être pas aussi empathique qu'elle pourrait l'être. Mais sans en parler fait, de c'est la pas le cœur conférence de presse qui a été donnée il y a quelques jours par Mark Zuckerberg, qui a l'air de planer ça sur fait un nuage. assez surréaliste. Mais la réalité, mais le problème, c'est que l'économie numérique génère des puissances extrêmement fortes par le côté exponentiel des croissances, par les parts de marché. C'est d'ailleurs ce qu'a appelé le commissaire Thierry Breton les gatekeepers qu'il faut réguler. On est vraiment dans ce cas-là. Et donc la question, c'est quelle régulation peut-on mettre en œuvre pour justement avoir plus de transparence sur les algorithmes. C'est pas négatif de vouloir gagner de l'argent, c'est pas négatif de vouloir conquérir une audience, mais simplement aujourd'hui les algorithmes et les business models qui sont sous-tendus créent des effets de bord qui sont extrêmement dangereux, comme vous l'avez dit, diffusion de la haine en ligne, discrimination, voire même des violences ethniques qui peuvent être déclenchées par Facebook, qui a un pouvoir absolument supranational et énorme. Et je pense que la Commission européenne s'est saisie de cet enjeu de régulation et le gouvernement américain le fera aussi probablement. Alors, vous l'avez évoqué, Éric Bothorel, Frances Haugen est attendue à l'Assemblée nationale. 2 jours avant, elle sera même au Parlement européen. Donc, elle va être entendue par une commission du Parlement européen sur un sujet en particulier. On attend d'elle, en fait, qu'elle nous parle de cet impact négatif des produits des grandes entreprises technologiques sur les utilisateurs. Mais on a l'impression qu'on a déjà tous les éléments et toutes les informations. Alors, qu'est-ce qu'on attend de plus du côté du Parlement européen et de l'Assemblée nationale quand on reçoit Frances Haugen? Quelles questions vous allez lui poser? Moi, je pense que je lui poserai une question qui relève de la caractérisation de l'intentionnalité. Autant on peut concevoir qu'à la tête d'une entreprise, il puisse y avoir des défauts que l'on n'avait pas vus, qu'on n'avait pas estimés, qu'on n'avait pas anticipés. Après tout, la vie d'une entreprise, c'est aussi ça. On ne peut pas satisfaire en permanence ses clients. Il peut y avoir des non-conformités, des réclamations pour les spécialistes de la qualité. Ils sauront de quoi je parle. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est organisé autour du fait qu'on est tout à fait conscient et pas sur un nuage ou sur le cloud, vous parliez de Mark Zuckerberg tout à l'heure, tout à fait conscient des aspects négatifs du système qu'on est en train de mettre en place, pour des visées qui sont des visées de revenus publicitaires, dont il faut rappeler qu'effectivement, c'est pas sale de faire de l'argent avec de la publicité. Mais c'est un peu différent. On aimerait bien avoir des géants numériques en France aussi. Non, mais c'est un peu différent de faire de l'argent avec la publicité en ayant une forme de code de conduite, une éthique, des pratiques qui ne mettent pas en danger un certain nombre de populations, que de le faire en ayant conscience qu'on est en train d'introduire des éléments qui sont de nature soit à tromper un utilisateur, soit à rendre violent d'autres utilisateurs, bref, à monter des communautés les unes contre les autres. Et c'est bien ça le cœur du sujet. C'est de regarder, avec Francesca finalement, quelle est la part de système, de modèle, de quelque chose qui serait finalement encouragé. Et c'est ça le cœur du sujet. C'est vraiment cela le cœur du sujet. C'est de regarder quel est le niveau de responsabilité finalement de l'entreprise, dans la capacité ou pas à avoir su anticiper des dérives, et dans la capacité ou pas, je ne veux pas présumer de ce que seront les résultats des dizaines de milliers de documents qui ont fuité, que la SEC est en train d'étudier au gré des auditions qui existent au Congrès et ailleurs. Il y a une foultitude d'informations. Certaines ont été contestées, j'observe, y compris par les acteurs, les responsables de Facebook France, en considérant que l'échantillon est trop faible, etc. Et ça doit aussi s'entendre. Ne rentrons pas non plus dans une logique qui consiste à penser que parce qu'il y a du bruit, il y a automatiquement quelque chose. Donc il faut aller dans le détail et regarder à quel point, encore une fois, les éléments qui font aujourd'hui débat d'actualité pourraient être érigés au rang d'un système, auquel cas il faudrait pouvoir le condamner. Et puis peut-être... Et ça pourrait influencer les travaux sur justement la régulation européenne qui est en cours tout à fait, au sujet de la DSA, de la directive sur les services. Exactement, et c'est de regarder en perspective du projet de règlement qui est en cours de discussion, finalement, d'identifier parmi les leviers que nous avons, que nous comptons mettre en œuvre finalement sur les algorithmes, sur les obligations de modération, sur les aspects de contrainte qui pèsent avec les sanctions à la clé, etc., 6% du chiffre d'affaires. Bref, regardez parmi tout l'arsenal qui est aujourd'hui sur la table et en discussion dans les différentes instances européennes, si c'est de nature à pouvoir finalement répondre aux difficultés ou en tout cas aux effets néfastes tels qu'ils apparaissent aujourd'hui au grand jour parce qu'une lanceuse d'alerte a décidé de les rendre publics.
Oui, alors, et puis en plus, alors, on se retrouve avec des documents non seulement rendus publics, des auditions qui commencent à prendre une importance partout à travers le monde. Et il y a quand même Facebook qui a des réactions, parce que ça a donné un coup d'arrêt au projet d'Instagram pour les enfants. Facebook a annoncé aussi qu'il arrêtait l'utilisation d'outils de reconnaissance faciale sur sa plateforme qui permet en fait d'identifier automatiquement si on apparaît sur une photo ou non. C'est pas sans conséquence, toutes ces auditions. Non, je crois que ça pousse Facebook effectivement à avoir une communication qui montre un peu plus de préoccupation pour l'impact sociétal. Et de ce point de vue, l'annonce de métaverse, on pourrait dire c'est un peu la contraction de métadiversion. C'est-à-dire, on a créé se positionner sur ce nouvel Internet, mais qui va lui aussi va aussi véhiculer un certain nombre de préoccupations très fortes. Qui pose peut-être même encore plus de questions. Oui, parce que si vous voulez, le futur qu'on nous promet là, c'est effectivement avoir des gens qui sont sur leur lit avec Netflix, se font livrer du Uber Eats, sont équipés de lunettes 3D et vivent dans un univers parallèle où ils payent avec de la crypto-monnaie des avatars. Autant je pense que cette notion d'hybridation entre le monde virtuel et le monde réel a un intérêt, on le voit bien dans tout un tas d'applications, y compris B2B, autant encourager des nouvelles générations à s'immerger à 100% dans ce métaverse ne va pas être sans poser des questions. On va quand même dire que c'est pas facile. Bien, hein. Oui. Non, mais ça dépend ce qu'on en fait. C'est pas grave. Hein. C'est quand même pas facile pour un grand groupe de se retrouver comme ça sous le feu des projecteurs. C'est aussi une passe très très difficile. On verra comment Mark Zuckerberg en particulier s'en sort. On va enchaîner avec un autre sujet, c'est l'adoption définitive d'une proposition de loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique, mais qui s'accompagne de la suppression de l'exonération de la redevance pour copie privée pour donc nos appareils électroniques qui embarquent de la mémoire, finalement, de la capacité de stockage. Éric Bothorel, vous vous étiez battu, vous, pour cette exonération. C'est une bataille perdue, là ? Ça y est ? Oui, bien sûr, c'est une bataille perdue. Patrick Chaize a souhaité engager finalement l'examen de son texte au Sénat et encourager ses collègues à voter conforme, ce qui a invité à prendre le texte tel qu'il était sorti de l'Assemblée nationale. Et effectivement, à l'occasion de sa lecture à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale était revenue sur une disposition qui était portée par Patrick Chaize, qui visait à exonérer les produits reconditionnés de la redevance pour copie privée. Donc c'est la victoire. Est-ce qu'il y a eu un débat quand même sur la différence entre l'occasion et le reconditionné ? Parce que c'était un point technique qui aurait pu faire basculer ce point. On n'a pas été suffisamment dans le détail, si vous voulez. Je pense que le débat il a été capté par le lobby des ayants droit. Je ne parle même pas du lobby de la culture, le lobby des ayants droit qui ont réussi à imposer l'idée que finalement, ce qui était la doctrine d'origine, qui était la première mise en circulation d'un produit, et qui donc excluait de fait un produit reconditionné. En tout cas, ça exclut toujours l'occasion. Alors oui, c'est un peu ambigu, mais vous savez, sur ce sujet-là, il y a tellement d'ambiguïté. Enfin, pour les ayants droit, il n'y a pas d'ambiguïté finalement. Tout ce qui peut contenir peu ou prou un bout de stockage sur lequel on serait susceptible d'aller mettre un bout d'image, un bout de film, j'ai bien compris qu'il était sujet, ou possiblement sujet demain, finalement, à être frappé de cette redevance. Ça n'est pas ma vision des choses, et je pense que si on est, j'allais dire, un minimum honnête avec la doctrine d'origine sur la redevance copie privée, la logique de stockage versus la logique de flux, et encore une fois, la première mise en circulation d'un produit, dont je rappelle que c'était le fondement, qui est d'ailleurs rappelé sur le site de Copie France, eh bien, il fallait pouvoir reconnaître assez aisément que sur un produit d'occasion ou sur un produit reconditionné, et finalement, qui avait déjà acquitté cette redevance, il n'était pas nécessaire, et en tout cas, il n'était pas conforme par rapport à l'esprit de la lettre de le frapper de nouveau de cette redevance. C'est aussi simple que ça. Un commentaire, Christophe Holnett, là-dessus ? Je partage ce point de vue. Je trouve que c'est vraiment très bizarre, et au moment de la COP26, au moment où tous ces sujets d'empreinte carbone apparaissent, on se rend compte que le reconditionnement, la possibilité de réutiliser les produits est un élément important. Que 50%... Parce qu'en même temps, ce texte opte pour des mécanismes qui favorisent ces filières de recyclage. 50% de l'empreinte carbone du numérique, ce sont les appareils, c'est le matériel, le hardware. Donc se dire encourager les utilisateurs,
en ne les taxant pas, en ne les surtaxant pas, ça paraît quand même très très logique. Sans parler du fait qu'on parle aussi de réduction de fracture numérique, de meilleure accessibilité à ces appareils-là. Ne les surchargeons pas de taxes, mais effectivement, je crois que c'est tout simplement la victoire d'un lobby. Le combat cette bataille est perdue, mais la guerre n'est pas terminée. Je ne souhaite pas faire la guerre d'ailleurs avec ces lobbies, c'est pas le sujet, mais c'est pour emprunter cette formule. Ouais. Il y a en ce moment, puisque je l'ai demandé, un rapport et donc des membres des membres du ministère de la Culture et du ministère des Affaires économiques qui sont censés délivrer un rapport pour le Parlement d'ici la fin de l'année sur un certain nombre d'aspects de la façon dont est gérée finalement la perception et en même temps le retour de cette redevance, avec une portée autour de l'open data, la diffusion d'informations un peu plus claire et transparente que ce qu'elle n'est aujourd'hui. J'entends bien qu'à l'aune de ce rapport, on puisse peut-être revenir sur l'ouvrage demain, en tout cas prendre des décisions futures, parce que la vie ne s'arrête pas à ces produits reconditionnés. Il y aura probablement demain dans la liste des produits qui nous accompagnent des choses qui intéresseront les ayants droit. Oui. Il faut pouvoir remettre un peu de raison au milieu du village. Bon, et peut-être apporter aussi des réponses sur la question de la rémunération des artistes, des auteurs. Ça permettrait peut-être d'apaiser le débat. Ce sera le sujet pour l'ARCOM, sans doute. Moi, vous savez, contre Jean-Jacques Goldman, je pense qu'il n'y avait que l'abbé Pierre qui pouvait faire une tribune. C'était compliqué. Et malheureusement, je ne fais pas le même poids que Jean-Jacques Goldman. Il a disparu. Je ne suis pas sûr que Jean-Jacques Goldman ait lu, par ailleurs, la tribune qu'on lui a demandé de signer. Et je ne suis même pas persuadé qu'aujourd'hui, il ait besoin de la redevance copie privée pour vivre. Alors, autre sujet polémique, c'est la politique du cloud gouvernemental. Alors, mardi, on a eu l'annonce d'un nouveau plan de soutien à cette filière cloud française et européenne. Le montant, c'est quand même 1,8 milliard d'euros. Alors, étalé sur 4 ans, un plan qui a été présenté symboliquement, je dirais, dans les locaux de notre champion français, OVH Cloud. Et c'est Cédrico qui s'en est chargé et il en a profité pour nous dire que la bataille du cloud n'était pas perdue. Voilà une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle et d'ailleurs on croit tellement c'est pas ce qu'on avait entendu un petit peu plus tôt. Non, mais d'abord parce que le cloud d'il y a quelques années, le cloud de demain va subir des modifications et je pense que si on s'intéresse au edge computing, on peut imaginer qu'il y a des terres de conquête aujourd'hui, en tout cas des endroits où les cartes vont être rebattues. Donc imaginez que la partie cloud, qui ne se résume pas simplement à la partie SaaS, serait totalement achevée, et effectivement un non-sens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris plusieurs initiatives dans le domaine. Enfin, je veux dire, et vous le rappeliez, c'est une initiative de plus, mais l'initiative autour du cloud au centre et de la logique qui veut qu'aujourd'hui, dans l'administration publique, on favorise le cloud. La notion de cloud de confiance qui vient, clarifier une forme de doctrine autour du fait que finalement on puisse héberger des données avec un certain nombre d'acteurs, y compris des acteurs américains, mais sous licence pour nous protéger du droit extraterritorial. C'est important quand vous dites ça. Mais il y a une poussée autour de l'écosystème sous plusieurs axes, et ce volet du PIA, du plan d'investissement d'avenir, consacré à différents sujets et objets du cloud, je pense au collaboratif par exemple, ou d'autres choses encore, eh bien, ça vient asseoir à la fois cette doctrine et cette volonté de faire émerger dans le paysage de demain, à partir des champions d'aujourd'hui, des acteurs qui comptent sur le sujet du cloud. Mais c'est vrai qu'on attendait quand même d'entendre quelques noms du cloud français et européen, parce que jusqu'ici, la doctrine cloud au centre nous avait plutôt fait entendre des noms comme Microsoft, Google. Mais je peux... Et qui pose... Oui, ouais. Mais je voulais poser la question d'abord à Christophe Holnet, ouais, qui a travaillé pour Microsoft. Il y a cette idée qu'on peut mettre en place des règles qui permettraient d'éviter la sortie des données des Français et des Européens de notre territoire vers le territoire américain. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé la clé juridique pour que ce soit possible et garanti. Ma compréhension des choses sur le cloud de confiance, c'est que la capacité d'isoler un data center, un endroit donné avec des données sans fuite possible vers l'extérieur est quelque chose de possible. Et je fais confiance, en l'occurrence, aux acteurs du gouvernement qui ont décidé cela. Moi, ce que je trouve qui est intéressant dans l'approche là, c'est de ce plan cloud, c'est qu'on a finalement évité la tentation qui aurait pu dire je vais créer un service public du cloud ou recréer un machin, CloudWatt, Numergy, et on voit ce que ça a donné. Donc le fait de plutôt se positionner en appui
un écosystème privé, je trouve que c'est positif. L'autre élément, et je rejoins ce que disait M. Botorel, à savoir, on va pouvoir continuer à innover sur le cloud, mais ce qui est important, c'est justement que la régulation aussi le permette. C'est-à-dire qu'il y ait des acteurs qui soient dominants aujourd'hui sur l'infrastructure cloud. Alors, évidemment, on investit 2 milliards, mais aujourd'hui, un acteur comme Microsoft ou Amazon, ils investissent plus de 20 milliards par an en R&D. Donc, de toute façon, voilà, sur le cloud tel qu'il est aujourd'hui, il y a des situations dominantes. La question clé, c'est en quoi on a un environnement de régulation qui permet à d'autres acteurs de développer de nouvelles technologies de rupture. Et de ce point de vue, je trouve que l'annonce est positive parce qu'on en renforce beaucoup ces idées de edge computing, de Internet des objets pour l'industrie, etc. Tout à l'ensemble de nouvelles façons d'utiliser, de nouvelles applications qui peuvent faire émerger des géants à condition que l'environnement régulatoire le permette. Et alors c'est toute la complexité aussi, c'est de trouver des contraintes suffisamment fortes pour s'assurer effectivement d'une souveraineté des données hébergées dans le cloud et en même temps de ne pas être trop contraignant pour pouvoir laisser les petits acteurs, j'allais dire, ils ne sont pas si petits, mais par rapport aux Américains ou aux Chinois, ils sont quand même très petits, leur permettre d'accéder quand même à ces certifications de cloud de confiance et de cloud souverain. Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs, vous l'avez rappelé, dans le volet du PIA 4, il y a un volet qui est essentiel sur la partie recherche. Juste pour terminer, parce que je vois qu'on arrive au bout du bout. C'est gentil, merci. On parle beaucoup des choses qui ne marchent pas. Je rappelle une chose, on est des pays d'Europe, celui qui a pris la décision de bannir l'Office 365 de l'administration publique. On a sur, par exemple, France Connect, 31 millions d'utilisateurs, c'est un service hébergé sur un cloud français. CHAP, qui est une messagerie instantanée, est hébergé sur un cloud du ministre de l'Intérieur. Et donc voilà, plutôt que de parler, et donc je ne prononcerai pas les mots qui fâchent, des sujets qui font débat, de tel truc est hébergé chez MS ou chez machin, parlons aussi des choses et des orientations que nous avons prises qui aujourd'hui se traduisent par le fait qu'on favorise quelque part l'écosystème français. Exactement, on était vraiment contents en tout cas d'apprendre ce nouveau plan de soutien à la filière cloud française et européenne. Merci beaucoup à vous deux d'avoir commenté cette actu riche, Christophe Holnat et Éric Botorel. On part en pause et juste après on se retrouve pour le rendez-vous. Le numérique c'est humain aussi. Et vous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Alors vous l'avez vu, on a commenté l'actualité en première partie. En deuxième partie, on va porter un regard artistique sur ce monde technologique de demain avec une exposition de méduses robotisées pilotées par une IA. Mais alors d'abord, on a notre rendez-vous. C'est l'heure de ce rendez-vous qui s'appelle « C'est humain » avec David Lacomblette, président du think tank La Villa Numéris et qui est connecté avec nous par Skype. Bonjour David. Bonjour. Donc ce matin, eh bien, on passe de l'autre côté de l'écran avec vous, enfin je devrais dire des écrans dont il est si difficile de se détourner finalement, on s'en aperçoit aujourd'hui. Et cette question un peu provocante que je vous adresse, alors ces écrans vont-ils nous rendre complètement idiots ? Alors, c'est vrai que les écrans sont partout, et non seulement ils sont partout, mais on les utilise tout le temps. Il n'y a pas une journée qui ne soit pas rythmée par ces écrans. Votre réveil matin est sur votre iPhone, ça fait d'ailleurs un peu cher le réveil matin. Ensuite, vous allez écouter la radio peut-être sur votre iPhone également, lire la presse sur une tablette. Vous savez que la moitié des journaux sont lus en format numérique aujourd'hui. Après, vous allez prendre votre Tesla, pardon, il ne fallait peut-être pas le dire Delphine, mais l'écran y est central dans cette voiture et on voit bien qu'il va y prendre une place grandissante et dans toutes les voitures, sans parler de vos séances Teams en télétravail et Zoom pour le yoga. Et donc ce sont des journées bien rythmées avec les écrans. Ce sont 7 écrans en moyenne par famille, mais la réalité c'est que ça ne fait qu'un seul écran qui vous suit du début à la fin de la journée. Et vous demandez à cet écran de faire ce que vous avez envie qu'il fasse au moment où vous en avez besoin et non pas ce pourquoi il a été fait. Et vous regardez Bismart sur votre ordinateur, vous commandez une pizza sur votre téléphone et donc c'est aussi une confusion et une difficulté pour les acteurs économiques, les entreprises, que d'être finalement au contact de leurs consommateurs et de leurs utilisateurs à chaque carrefour de la vie numérique de ces citoyens. Et là, par exemple, je suis en train de réaliser une interview par Skype à travers un écran avec vous. Alors, est-ce que toute déconnexion vous semble définitivement
impossible ? Impossible et illusoire. Faites le test, laissez votre téléphone une journée à la maison. Je pense que vous ressentirez assez vite un manque. Et qui dit manque dit dépendance. Et d'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, les écrans et au-delà, ce qu'ils représentent, sont accusés de tous les maux. Il y a une analogie très forte. Par exemple, aux États-Unis, en ce moment même, et à la suite des révélations concernant Facebook notamment, une analogie forte avec la cigarette. Finalement, ça serait aussi nocif. Ce matin, dans le Figaro, par exemple, il y a le journal de la désintoxication numérique d'Olivier Babot. C'est un essayiste, mais les mots sont forts. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire sans, d'ailleurs il le rappelle. Néanmoins, aujourd'hui, si vous n'avez pas un téléphone, vous devenez un suspect dans la société. Au-delà, l'analogie avec la drogue me semble parfaitement injuste. Parce que fumer tue un utilisateur sur 2 et que jusqu'à preuve du contraire, le numérique et ses écrans n'ont tué personne. Néanmoins, il y a ce paradoxe qui fait que la diabolisation, en quelque sorte, peut devenir un encouragement. On l'a testé avec nos enfants, privez-leur lait de dessert et vous allez les accoutumer au sucre, privez-les de télé, et ils ne feront que la réclamer. Donc je pense qu'il vaut mieux priver ces enfants de lecture de livres, en fait. Bon, alors, je reviens à ma question du départ, la provocation. Est-ce que ces écrans pourraient nous rendre totalement abrutis, idiots, bêtes ? Alors effectivement, il y a un livre qui s'appelait La fabrique du crétin digital de Michel Desmurger qui est paru il y a 1 ou 2 ans et dont le sous-titre était d'ailleurs que le danger des écrans est avant tout pour nos enfants et c'est bien normal, leur cerveau est en construction au propre comme au figuré et qu'ils ont besoin de se construire et d'un apprentissage. Et c'est bien là où il y a une valeur de l'école, bien sûr, mais aussi des parents. Charge à eux de montrer l'exemple, parce que les écrans ne sont pas un doudou numérique. Certes, ça peut faire calmer, faire patienter, mais ils ne peuvent pas être livrés à eux-mêmes dans le vaste espace du numérique. Il y a une étude de Even parue récemment qui montre que 4 enfants sur 5 âgés de moins de 13 ans a déjà accès à un réseau social, parce qu'on est dans un pays où on offre pour l'entrée en 6e désormais un smartphone, ne serait-ce que pour pouvoir contacter son enfant. Et vous remarquerez que l'éducation nationale souhaite que ce smartphone soit caché et éteint au fond du sac, ce qui est aussi une autre manière de le diaboliser. Et donc, plutôt que de le pointer du doigt, certainement faut-il accompagner ces enfants pour leur faire prendre en main, pour les alerter et pour les guider. Et d'ailleurs, certainement, les parents auront-ils aussi des choses à apprendre au passage. Et donc, c'est quelque chose qui peut être tout à fait vertueux parce que le numérique et ses écrans, une fois de plus, sont une véritable fenêtre ouverte sur le monde. On peut y faire des choses futiles, mais aussi apprendre beaucoup de choses pour étancher sa soif de connaissances et de savoir et de contact humain, après tout. Et oui, parce que ce qui compte finalement, c'est pas tellement l'écran, c'est ce qu'on met dedans et ce qu'on offre à regarder à nos enfants. Et c'est toutes les questions qui sont posées aujourd'hui autour des débats qui entourent Facebook notamment. Merci beaucoup, David Lacomblette, pour votre chronique C'est humain. C'est important de le rappeler. Je rappelle aussi que vous êtes président de la Villa Numéris, un think tank qui réfléchit à ces questions. À suivre dans Smart Tech, on part pour notre séquence Et demain, quand l'art rencontre la technologie. Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on s'élève, on va parler d'art. Oui, on va parler d'art. Vous connaissez le musée d'art moderne de Londres, le Tate Museum. Oui. Il accueille en ce moment même des drôles de créatures robotiques. Ces robots qui flottent en l'air, un petit peu comme des méduses. Alors, ils portent un nom, ils s'appellent les aérobes. Et ils sont le fruit de l'imagination d'une artiste new-yorkaise qui s'appelle Annika Yee. En fait, ils sont inspirés de formes de vie océaniques, mais aussi
de champignons et il flotte en l'air comme ça au-dessus de la tête des visiteurs. Et alors, comment il se déplace? Quel est le mécanisme? Alors, vous allez voir, on comprend que c'est en forme de ballon globalement, donc il y a de l'hélium à l'intérieur qui les porte en l'air. Et puis à l'intérieur, on trouve aussi un rotor avec une petite batterie pour mettre en mouvement les tentacules qui leur donnent l'air de méduse. Mais ces tentacules, elles vont aussi servir à influencer les mouvements accompagnés de toutes petites hélices qui sont sur le côté de la structure. Mais c'est pas tout. En fait, ce dispositif, il ne vogue pas comme ça au hasard au-dessus de nos têtes. Il est guidé par une intelligence artificielle. Plus précisément, c'est un programme qui va générer à distance un itinéraire pour ces robots volants. L'objectif d'abord, c'est de simuler le mode de déplacement de ces êtres qui sont censés ressembler à des êtres océaniques. Mais c'est d'ailleurs le même genre de programme qu'on utilise pour simuler dans des expériences scientifiques le mode de déplacement des animaux marins. Mais il y a un autre objectif, l'objectif de reproduire une interaction avec les visiteurs. Alors, je vais m'expliquer. En fait, il y a des informations qui remontent dans l'intelligence artificielle qui sont des informations des capteurs qui sont placés un petit peu partout dans le musée, des capteurs de son, des capteurs d'odeur, des capteurs de température. Et donc, toutes ces informations vont remonter à l'intelligence artificielle et vont influencer la direction de ces robots, ces objets artistiques. Un petit peu comme si le son allait influencer le mouvement d'un poisson dans l'eau, par exemple. Et bien là, si vous tapez dans votre main, vous avez une chance de repousser ces objets volants de la même façon que vous repousserez un animal. Alors bien sûr, on ne connaît pas assez précisément les interactions des animaux avec ce genre de stimuli, donc c'est le moment de rappeler que c'est une œuvre d'art et non une œuvre scientifique. Et alors, comme souvent, les œuvres d'art veulent nous dire quelque chose aussi du monde qui change. Alors, quel est le message qu'a voulu faire passer cet artiste à travers ces méduses? Alors, son intention, c'est de créer un écosystème et de montrer l'influence sur le collectif et sur l'individuel de la technologie. Mais pour l'artiste, le but, c'est surtout de remettre en question les idées qu'on a sur l'intelligence, et en particulier l'intelligence artificielle. En fait, pour elle, on est focalisé sur le cerveau comme vecteur d'intelligence, le cerveau comme organisateur, enfin voilà, c'est la source pour elle de notre intelligence, alors qu'elle pense qu'on peut la trouver ailleurs. Par exemple, dans les sens. Alors elle dit, je cite, que la plupart de l'intelligence artificielle aujourd'hui fonctionne comme un esprit sans corps, alors que les organismes vivants en apprennent beaucoup sur le monde à travers les sens. Donc il s'agit aujourd'hui d'apprendre encore une fois de la nature, d'en apprendre peut-être un peu plus que ce qu'on imagine en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'acteur du monde robotique. Et oui, et ça trouve son écho d'ailleurs dans tous les travaux autour du machine learning et de l'apprentissage machine. On est en train de se poser la question des IA demain. Auront-elles un sens? Sentiront-elles les choses? Et c'est vrai que le cerveau n'est pas juste une machine électrique pensante, elle est aussi une machine sentante. C'est pour ça que l'homme est bien fait. Bon, merci beaucoup Cécilia. C'était Smart Tech. Je vous donne rendez-vous demain avec 2 grands rendez-vous d'ailleurs. On aura le rendez-vous dans l'espace qui est dédié cette semaine à la mission d'observation de l'univers par le télescope James Webb qui sera présenté par Cécilia Sévry comme toutes les semaines. Et puis la grande interview avec une femme, Maya Noël, nouvelle tête de file de la grande association indépendante de start-up. Je l'interrogerai en particulier sur le manifeste numérique que l'association vient de publier pour la présidentielle 2022. À demain. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.